Hold'em Masterclass numéro 57. Risquer peu pour gagner gros. Dans le cadre des stratégies de tournoi, nous allons voir un exemple où un joueur qui possède une petite paire accepte de payer la relance pour se donner la possibilité de flopper le brelan, ce qui lui donnerait une puissance énorme. Nous nous trouvons à Las Vegas pendant le championnat du monde WSOP 2006. L'épreuve a commencé il y a 3 heures et nous sommes au deuxième niveau de blinde, le niveau 50-100. Notre personnage est Ivo. Nous avons un tapis de 13 200 points après être parti de 10 000 et nous occupons le bouton. Il y a 9 joueurs à la table avec des tapis divers. Nous avons la paire de 6. C'est une main intéressante mais particulièrement périlleuse car elle est vulnérable sur les flops qui contiennent au moins une carte supérieure au 6, c'est-à-dire 99% des flops possibles. L'intérêt d'une petite paire est de faire brelan au flop, ce qui arrive dans près de 11% des cas, comme vous le constatez vous-même. Les 3 premiers joueurs à parler passent, puis le 6e relance à 400, le 7e suit les 400, et nous suivons aussi. Les 2 blindeurs passent. Le joueur assis au siège numéro 6 décide de relancer à 400. C'est une relance standard qui n'indique rien à personne, mais attention, il est en milieu de parole, une place difficile à gérer, donc s'il relance, c'est qu'il a a priori une bonne main. Le joueur suivant n'est autre que Mike Caro. Mike est l'auteur d'un grand nombre de livres sur le poker, dont celui consacré à la gestuelle des joueurs. C'est un joueur d'expérience qui exerce en plus une véritable fascination sur les adversaires qu'il rencontre. Mike décide de suivre les 400. Avec notre paire de 6, le plus sage serait de passer. Mais nous sommes au bouton et déjà 2 joueurs sont engagés, ce qui est bon pour notre cote financière. Mike Caro est un joueur plutôt conservateur, et s'il suit, c'est sûrement parce qu'il a une grosse paire, valet, dame ou roi, ou une main de type as-roi ou as-dame. Quant à l'attaquant, nous pensons qu'il est à peu près dans le même cas. Par ailleurs, nous avons un gros tapis. Résultat des courses, nous estimons que beaucoup de grosses cartes sont sorties, cela augmente donc la probabilité de toucher de petites cartes au flop, et donc de réaliser le brelan que nous espérons, et en tout cas de ne pas trouver de cartes menaçantes au flop. Par ailleurs, nous possédons un gros tapis, et miser 400 ne représente qu'un effort de 3%. Donc nous payons. Les 2 blindeurs passent, et le pot totalise 1350. Ce flop comporte une grosse paire, donc il est dangereux par nature. En plus, il comporte 2 carreaux, ce qui donne la possibilité d'un tirage à couleur. Pour notre main, ce flop est grandiose, car il nous donne le full d'entrée de jeu. Mais attention, il s'agit d'un petit full et il ne faut surtout pas surestimer notre main, car si nous sommes les meilleurs ici, ce qui est probable, il reste encore 2 cartes à venir et elles peuvent nous détruire. Franck ouvre à 1400, Mike suit, et nous suivons aussi. Franck ouvre à 1400, donc à la hauteur du pot. Chose logique. Il a attaqué pré-flop, donc il poursuit son attaque en faisant ce qu'on appelle un continuation bet. De notre point de vue, il possède au mieux un brelan. Mais on voit mal comment il pourrait avoir un full, car il est exclu qu'il ait attaqué en premier avec la main roi 6, bien trop faible. En fait, la seule main que nous craignons ici est le carré de roi. Mike décide de suivre les 1400. Chose étonnante, car s'il avait le brelan, il aurait forcément relancé pour éviter qu'un tirage couleur reste en jeu. Donc il est plus probable qu'il possède un tirage et éventuellement le carré de roi. Le pot contient maintenant plus de 4000 et c'est à nous de parler. Nous pourrions relancer all-in tout de suite pour encaisser le pot, mais il y a mieux à faire. Les 1400 à payer représentent seulement 12% de notre tapis. Et nous savons que nous courons un risque, celui de permettre à un adversaire de faire full au roi à la turn. Donc nous ne voulons pas voir un as ni une dame à la turn, mais une carte idéale pour nous serait un petit carreau, car il y aurait alors une chance qu'un joueur ait touché sa couleur. Le pot contient 5550. Le 7 de carreau arrive à la turn, ce qui donne une possibilité de couleur. Pour ce qui nous concerne, nous avons toujours le full. Franck check, Mike ouvre all-in à 11 700 et nous payons le tapis. Ce 7 de carreau est vraiment excellent pour nous, car grâce à lui, l'un de nos 2 adversaires peut maintenant posséder la couleur. Comme nous n'avons pas relancé au tour précédent, il risque fort de se sentir max et de miser gros. Cette carte ne change le rapport de force en place que si l'un des 2 possède la paire de 7 en main, pour avoir maintenant full au 7 ou roi 7, pour avoir full au roi. Les 2 cas sont peu probables, car on voit mal Franck relancer pré-flop en milieu de parole avec la paire de 7, et encore moins Mike payer la relance avec cette main.
Quant à la main roi 7, elle est dans le même cas, pire même. Donc de notre point de vue, nous gardons le même rapport de force, c'est-à-dire que nous ne sommes a priori battus que par le carré de roi, qui est lui-même très peu probable. Frank check. C'est le signe qu'il laisse tomber son attaque, ou au contraire qu'il tente un check and raise, donc qu'il se prépare à relancer l'éventuelle ouverture. Mike, lui, décide d'envoyer le tapis. Son tapis est un peu supérieur au nôtre, donc maintenant notre éventail de choix est réduit à une alternative, suivre ou passer. Comme il est hors de question de passer avec le deuxième jeu, nous devons suivre, d'autant que pour nous, comme Mike s'est contenté de suivre au tour précédent, il possède probablement la couleur. Si c'est le cas, nous le battons avec notre foule. Frank, quant à lui, jette ses cartes. Finalement, il n'a pas touché de jeu sur ce coup et décide de baisser les bras. Mike abat la couleur à l'as, nous abattons notre foule, nous encaissons un pot qui nous permet de passer de 13 200 à presque 30 000. C'est une excellente opération car 3 heures seulement après le début du championnat du monde, nous avons déjà triplé notre tapis. Ce coup montre qu'en rapprochant le coût d'une enchère pour suivre avec notre capacité d'améliorer au flop, nous pouvons réaliser des opérations très rentables. Ici, Ivo possède une petite paire, mais il a l'avantage d'être dernier à parler, et déjà 2 joueurs sont dans le coup. Avec sa petite paire, il peut voir le flop en misant seulement 3% de son tapis. C'est un très bon taux, car il va toucher le brelan au flop une fois sur 9, et ce brelan sera invisible et dévastateur. Comme il est probable que ce soit la meilleure main au flop, il va lui permettre de prendre beaucoup d'argent à ses adversaires, tout leur tapis peut-être. En payant donc, Ivo suit une cote implicite, en payant une enchère destinée à générer une énorme valeur si les cartes lui sont favorables. Dans le cas présent, en plus, Frank relance pré-flop, ce qui montre qu'il a sûrement de grosses cartes. Et Mike le suit, ce qui montre la même chose. Donc les deux joueurs se neutralisent en quelque sorte. Ils se prennent des cartes l'un à l'autre, ce qui fait les affaires d'Ivo. À ce moment-là, sa probabilité réelle de toucher le brelan au flop n'est plus de 11%, mais probablement supérieure, de l'ordre de 15%, ce qui augmente encore sa cote. Voyons maintenant la situation à la turn. Si Mike relance all-in à la turn, c'est simplement parce que, de son point de vue, Ivo possède le brelan de roi qu'il aurait sous-joué au flop. C'est là qu'est l'effet de levier, cruauté du poker où le joueur mise toute sa fortune en croyant que l'autre a une combinaison qu'il ne possède pas. Dès l'instant qu'Ivo voit le flop, l'issue du coup est inévitable. Il va forcément prendre le tapis de Mike et le coup est déjà écrit. Utiliser la cote implicite est donc essentiel, car en le faisant, Ivo est parvenu à multiplier son tapis presque par 3, ce qui est très important dans un tournoi de nos limites. 4 choses permettent de payer pré-flop. 1. Notre tapis, qui est amputé de seulement 3% si l'on paye. 2. Le bouton, qui est la meilleure position parce que seuls les blindeurs peuvent nous relancer. En milieu de parole, nous n'aurions jamais pu suivre. 3. La cote implicite, car si on touche le brelan, nous avons une combinaison énorme. 4. L'invisibilité du brelan au flop si nous le touchons, car pour les adversaires, il est très peu probable que nous ayons payé pré-flop avec paire de 6.